Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel enregistrement consacré à la pensée de Pascal. Nous avons réfléchi il y a peu sur la notion d'identité personnelle et nous avons questionné la dimension potentiellement artificielle de celle-ci, notamment concernant les codes et les apparences que nous adoptons pour nous conformer aux attentes de la société. Ainsi, c'est la notion même de moi comme sujet à l'identité personnelle et singulière que cela nous amène à interroger. Qui sommes-nous finalement ? Sommes-nous le produit d'un ensemble de conventions que nous nous efforçons d'adopter par souci de plaire aux autres afin de nous fondre dans la masse, ou bien avons-nous quelque chose de singulier et d'unique qui fait que nous coïncidons toujours avec nous-mêmes quoi qu'il arrive ? C'est précisément sur ce point que la réflexion de Blaise Pascal est intéressante et profonde sur de nombreux points, car dans ses pensées, je le rappelle, Pascal s'adonne à une activité qui a l'air de lui plaire et qui consiste à mettre dans une position d'inconfort total le libertin qui chercherait à s'émanciper de la croyance en Dieu ou de son influence dans sa vie. Or, pour y parvenir, le fait de s'attaquer à ce que nous considérons communément comme étant l'ego humain, le fait d'être attaché à soi-même comme à une personne particulière à part entière, semble une stratégie payante. Mais c'est, sans révéler pour autant une quelconque intention cachée, que Pascal, dans l'extrait qui va suivre, s'attelle à décrire aussi précisément que possible ce qu'est le moi. Il faut d'ailleurs préciser que la notion même de moi est en partie tributaire de Pascal. Le terme « moi » a ceci de particulier qu'il fait ressortir l'aspect personnel du sujet humain, puisque c'est de moi que l'on parle et pas d'un autre. Ainsi, de cette façon, je me singularise en parlant de moi. Moi, moi, moi. Que sommes-nous donc lorsque nous parlons de nous et pensons être quelqu'un précisément, et pas n'importe qui d'autre ? C'est de moi qu'on parle, hein ? Bon. Je cite donc le fameux texte de Pascal, que j'ai choisi de coupler par la suite à un autre extrait qui complète la question de l'identité personnelle. Il s'agit de la pensée 323, je cite, « Un homme qui se met à la fenêtre pour voir les passants. Si je passe par là, puis-je dire qu'il s'est mis là pour me voir ? Non. Car il ne pense pas à moi en particulier. Mais celui qui aime quelqu'un à cause de sa beauté, l'aime-t-il ? Non, car la petite vérole qui tuera la beauté sans tuer la personne fera qu'il ne l'aimera plus. Et si on m'aime pour mon jugement, pour ma mémoire, m'aime-t-on moi ? Non, car je puis perdre ces qualités sans me perdre moi-même. Où est donc ce moi s'il n'est ni dans le corps ni dans l'âme ? Et comment aimer le corps ou l'âme, sinon pour ces qualités qui ne sont point ce qui fait le moi, puisqu'elles sont périssables ? Car aimerait-on la substance de l'âme d'une personne abstraitement et quelques qualités qui y fussent ? Cela ne se peut et serait injuste. On n'aime donc jamais personne, mais seulement des qualités. Qu'on ne se moque donc plus de ceux qui se font honorer pour des charges et des offices, car on n'aime personne que pour des qualités empruntées. » Fin de citation. Pour résumer l'idée principale du texte, le moi apparaît comme une sorte de boîte vide, en ce que nous nous définissons les uns les autres à partir de qualités que Pascal qualifie d'empruntées. En effet, par imitation, nous apprenons que telle ou telle qualité est appréciée en société, la beauté, la politesse, la gentillesse, et nous essayons de faire nôtre ces qualités dans la vie quotidienne pour être bien vus de notre prochain. De la même façon, d'après Pascal, lorsque nous adoptons un regard extérieur sur notre prochain, nous ne sommes pas capables de l'apprécier pour lui-même. En effet, nous apprécions ce qu'un individu manifeste comme qualité dans ses actes, en surface, mais nous n'apprécions pas cet individu dans sa singularité, pour la simple et bonne raison que cette singularité nous est inconnue. Ainsi, Pascal définit le moi de manière négative. Ce qui fonde l'identité d'une personne n'est pas corporel, car le corps change
et son attrait potentiel demeure périssable, il en est de même pour les qualités spirituelles, le discernement, la mémoire, qui peuvent changer, tandis il s'agit pourtant bien d'une même personne qui vit ces changements. De cette façon, Pascal aide à faire rabattre le caquet à toutes ces personnes hypersensibles qui passent leur temps à se plaindre. Ouin ouin, j'en ai marre, je ne suis pas apprécié pour moi-même. Les gens en ont juste après mon physique car je suis trop canon, je suis triste. Là, Pascal répondrait bah oui, tu crois quoi? Que tu es plus qu'une somme de qualités périssables à travers le temps? Non, tu n'es que la somme des qualités qui transparaît à travers ton apparence. Tu n'es rien de plus, alors silence. Et prie Dieu accessoirement, tu verras, ça fait du bien, on se sent mieux après. Ça aide à dédramatiser le fait de n'être personne. Je suis très beau, certes. Ça c'est moi qui le dis, c'est pas Pascal, hein. Et très humble. Mais imaginons que je perde du jour au lendemain ma beauté à cause d'une bonne vérole des familles, comme le dit Pascal. Là, la horde de femmes qui me courent après en temps normal risque d'être un peu moins nombreuse. Je ne serai plus Philomane le bellâtre, mais Philomane le moche, comme si mon identité avait été altérée d'un seul coup par mon changement d'apparence et la façon dont l'autre me catégorise en retour. Ce qu'il y a de profond ici, c'est que le moi n'a aucune consistance. S'il en avait, nous demeurerions plus qu'un monsieur gentil ou une dame dont on dit qu'elle est douce et agréable. On nous trouverait quelque chose d'unique et d'impérissable qui ne change pas, et que l'on ne retrouve pas ailleurs. Or, nous sommes des copieurs qui ne faisons que nous constituer les uns les autres par imitation et rien de plus. Donc, quand on dit « Non, mais tu sais, moi je t'aime en tant que personne, j'adore ta personnalité, tu es trop singulier, c'est pour ça que tu es mon poteau d'ailleurs. » On est sacrément hypocrite car cela voudrait dire que l'on aime la notion de personne singulière propre à cet individu qui n'apparaît jamais véritablement, puisqu'il n'est qu'une somme de qualités empruntées. À la limite, mieux vaut assumer le fait de n'aimer quelqu'un que pour ce qu'elle nous apporte. J'apprécie ma femme ou mon ami car il s'agit de ma femme ou de mon ami et que leur compagnie m'est agréable. L'une est douce, belle et gentille. L'autre est sympathique, futée et a de la conversation, raison pour laquelle je les apprécie, mais je ne les apprécie que pour ce qu'ils ont à m'apporter, car je m'y rapporte à partir d'une catégorie, femme ou amie dans mon exemple, à partir d'un ensemble de qualités que je leur ai reconnues et qui m'a fait les choisir comme l'un ou l'autre. Nous nous construisons donc une personnalité en adoptant différents masques qui finissent par devenir la manière dont nous pensons être et dont nous apparaissons aux autres, mais quand on les soustrait, il n'y a plus rien d'après Pascal, seulement du vide. Et c'est ça l'originalité de la thèse de Pascal. Le moi n'est qu'une somme de qualités empruntées qui ne viennent jamais de nous en tant qu'individu et qui ne nous caractérisent nullement en tant que substance. La critique que Pascal fait subir à la notion d'identité est donc originale et singulière, et ne se limite pas à celle de Hume ou de Montaigne qui portaient plus sur les changements de notre propre personnalité à travers le temps, qui nous empêchent de nous penser comme une seule et même personne. On pourrait même dire que c'est encore plus profond car Pascal explique finalement pourquoi on ne reste jamais une seule et même personne, parce que tout ce qui nous caractérise c'est notre ego, c'est le fait de vouloir être aimé ou de se sentir aimé, voire même parfois être le centre de l'attention, mais les qualités que l'on va chercher à cultiver ne constituent qu'une carapace qui ne peut résister au temps qui passe, car nous vieillissons, certes, mais surtout parce que ces qualités-là ne nous définissent jamais qu'en surface, et jamais en profondeur, jamais en substance. Le moi reste donc une sorte de mystère, une boîte vide qui ne contient rien, et la seule chose qui semble constante, c'est ce désir d'être aimé et de mettre en avant des qualités qui attireront les gens, alors même que nous ne sommes qu'une somme de qualités superficielles qui ne dureront jamais et qui ne sont pas notre substance et notre personnalité dont nous ne connaissons rien. D'où l'extrait suivant, je cite, « Le moi est haïssable. Vous, Miton. » Miton, c'est le nom d'un type qui s'appelle Damien, l'interlocuteur de Pascal. « Le couvrez,
Vous ne l'ôtez point pour cela, vous êtes donc toujours haïssable. Point, car en agissant comme nous faisons obligeamment, pour tout le monde, on n'a plus sujet de nous haïr. Cela est vrai. Si on ne haïssait dans le moi que le déplaisir qui nous en revient, mais si je le hais parce qu'il est injuste, qu'il se fasse centre de tout, je le haïrai toujours. En un mot, le moi a deux qualités. Il est injuste en soi, en ce qu'il se fait centre de tout. Il est incommode aux autres, en ce qu'il les veut asservir, car chaque moi est l'ennemi et voudrait être le tyran de tous les autres. Vous en notez l'incommodité, mais non pas l'injustice. Et ainsi, vous ne le rendez pas aimable à ceux qui en haïssent l'injustice. Vous ne le rendez aimable qu'aux injustes qui n'y trouvent plus leur ennemi. Et ainsi, vous demeurez injuste et ne pouvez plaire qu'aux injustes. Fin de citation. Ici, Pascal revient sur le fait l'on devrait haïr le moi si l'on prenait la mesure du fait qu'il veut être le centre de l'attention et s'imposer à tout prix. L'injustice dont parle Pascal vient de l'inadéquation entre ce que le moi exige, être aimé, notamment pour lui-même, comme dans mon exemple précédent, et ce qu'il est réellement, à savoir rien. Et en plus, il ne veut pas admettre qu'il n'est rien. Ceux qui aiment leur ego, qui apprécient tant ce jeu d'apparence qui permet de bien paraître en société, afin de ne plus être ennemis avec qui que ce soit, sont donc séduits par les qualités qu'ils apprécient tant chez les autres, car elles vont dans le sens de leur intérêt personnel. Et c'est toujours dans un but égoïste qu'ils cherchent tant à se fondre dans la masse et à imiter les qualités qu'ils observent, dans un but d'être toujours mieux que les autres, de devenir le maître des autres, de faire mieux que tout le monde. Nous voulons donc tous être quelqu'un, et même plus que les autres, mais en réalité, nous ne sommes rien. Le support des qualités que nous empruntons nous est abstrait et à jamais voilé et mystérieux. Le moi apparaît comme le support de différentes qualités empruntées dont on apprécie les effets, mais qui masquent à jamais l'individu en tant que substance singulière dont nous ne savons rien. Nous voulons être, en étant ce que nous ne sommes jamais en substance, seulement de façon accidentelle, si cela nous permet de nous affirmer face aux autres, en les séduisant, mais nous ne valons pas plus que n'importe qui, et il est injuste de le prétendre, car nous ne sommes rien. Ce n'est donc pas pour rien si Pascal va jusqu'à pousser le dénigrement du moi, jusqu'à dire que le cœur des hommes est creux et plein d'ordures. Il est vide, et donc il sonne nécessairement creux, en ce qu'aucune qualité ne lui est absolument authentique, et ne vient de lui tout en demeurant permanente. Et il est plein d'ordures car il est pourri par la volonté de devenir le centre de tout et de toute attention. Faut-il considérer que la notion même de personnalité est une illusion potentielle que nous constituons comme une sorte de bricolage pour nous rendre plaisants à nous-mêmes et aux autres? Ne sommes-nous qu'un ensemble de qualités sans support immuable et connaissable, et cela réduit-il à néant une bonne fois pour toutes la notion même d'identité? Nous examinerons ce point une prochaine fois avec un auteur très populaire sur cette chaîne, que je n'ai plus abordé depuis fort longtemps. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée ou soirée, car ma politesse me rend aimable, et je vous suggère de prendre soin de vous, quoi que vous pensiez être. À très bientôt!